Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Plusieurs fois par semaine, ici on analyse, on décrypte, on décortique, on critique les shows de la WWE et consorts. Nous sommes le lundi 11 mai 2020, nous sommes dans la France du déconfinement, mais nous sommes vaillamment restés chez nous aujourd'hui pour regarder ce qu'il se passait outre-Atlantique. Le show de la WWE, c'était Money in the Bank, le plus unique Money in the Bank de l'histoire. Alors on a une Dream Team historique pour parler de tout ça. Je suis Raphaël, je suis accompagné du trop rare mais précieux Kyrias. Comment ça va Kyrias? Ça va bien. Salut peuple de Ketchup, salut tonton Chris, salut Raphaël. Et voilà, le troisième invité, Kyrias, vient donc de le spoiler, mais évidemment vous saviez qu'il était là, il est toujours là, il fait partie des meubles, il est sur votre mur, il s'appelle l'Under Tonton Chris. Ça va Salut Chris? Kyria, salut Raphaël, yeah. Salut peuple de Ketchup. Money, 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 money. Money, 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 money. Et voilà, c'est l'heure de l'argent à la banque. De toute façon, hein, on nous le dit, depuis ce confinement, on a gagné de l'argent, on a fait des économies, donc voilà, il va être temps de faire des cash-in, de récolter un petit peu, de gagner en popularité, en succès, en gloire, le risque. J'ai plus la formule américaine, enfin bref, voilà, la récompense vaut les risques qu'on peut prendre. Ce soir, nous aurons donc le plus extraordinaire Money in the Bank de l'histoire où hommes et femmes vont se battre ensemble dans les couloirs, les escaliers et tout ça, tout le bâtiment du building de la WWE. Mais avant ça, on a quand même un show dans le Performance Center de Floride avec un petit kick-off pour commencer. Hein, on a le droit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de public qu'il n'y a pas de kick-off. Un seul match dans ce kick-off. Il a été annoncé post SmackDown, donc on n'a pas pu le pronostiquer. Jeff Hardy, le revenant, affronte Cesaro, le toujours là. Donc une affiche complètement... comment on va dire, une affiche de gala, hein. Il n'y a pas du tout de rivalité entre eux. Jeff Hardy est revenu après un petit mois de break et lui-même qui suivait un an d'absence. Cesaro est tout seul, il n'y a pas Nakamura ni Sami Zayn qui est toujours absent. Donc, alors, le match commence par une domination de Cesaro qui va envoyer Jeff Hardy sur les barricades, qui va lui projeter sur le bord du ring, il fait une belle série, là, il lui saute à pieds joints au milieu du ring, sur la poitrine, il lui fait des soumissions, des suplexes. Il encaisse cependant un Whisper in the Wind et un Twist of Fate, mais il kick à simplement deux. Cesaro est costaud. Jeff Hardy part sur le turnbuckle, mais il va se prendre un uppercut et une suplex, mais là aussi c'est near fall. Et ensuite, retour sur le ring, Cesaro encaissera le Swanton Bomb pour la victoire assez attendue, prévisible de Jeff Hardy. Mais un match qui, bien tonton Chris, je crois que tu as le chrono, c'est ça? Tu vas pouvoir nous dire qu'il était assez long, hein. Les deux hommes ont pu faire parler la poudre. Ouais, 13 minutes 30. 13 minutes 30 pour ce match. Pas mal. Donc, c'est surprenant. Ouais, ils ont eu pas mal de temps d'antenne pour le coup, pour le pré-show. C'est assez rare que des matchs de pré-show dépassent les 8-9 minutes. Donc là, 13 minutes 30, voilà, ils ont donné un peu de temps d'antenne aux deux gars. Bon, bah voilà, 5555e défaite de Cesaro en pay-per-view. Et les vaches sont bien gardées. C'est faux. Il avait gagné au précédent contre Drew Gulak. Mais oui. Non, mais effectivement, Cesaro, il a gagné des matchs en pay-per-view, c'était arrivé, hein, je le taquine. Hein. Mais on est tellement habitué à le voir à perdre, et en particulier le voir perdre les matchs quand c'est un gars qui revient suite à une absence, une blessure ou que sais-je. Donc voilà, Cesaro, c'est le jobber to the stars, quoi. C'est vrai qu'il avait gagné contre Drew Gulak, tu vois, on aurait presque oublié. Alors toi, t'as aimé le match, Kyrias? Bah écoute, oui, pareil, j'étais un peu surpris de l'annonce un peu tardive du match. Et j'étais très surpris aussi du timing qu'on leur a donné. Cesaro a bien déroulé, quoi. Il a beaucoup dominé. Même si le résultat était couru, ça fait plaisir de le voir sur le ring s'éclater comme ça, quoi. Et innover, faire des nouvelles prises. Voilà, après le retour de Jeff Hardy était attendu, mais il a gagné logiquement, on va dire. Mais non, plutôt bien hypé par ce début de PPV. Ouais, un retour pour le moment qui, en tout cas, est bien lancé. Là, on est confiant pour les prochains matchs de Jeff Hardy, non? Chris, t'étais inquiet, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non, écoute, à SmackDown, on avait dit que c'était une rivalité de vétérans qui commençait là avec Hardy versus Sheamus, quoi. Donc écoute, voilà, et on lui a fait affronter l'ancien collègue de The Bar, de Sheamus. Donc
Donc non, c'est une rivalité qui est plutôt bien lancée. Voilà, c'est de la mid-card de vétérans, ça va être sympa. C'est en bonne voie en tout cas. C'est vrai, tiens, t'as raison, j'avais pas fait le rapprochement. Est-ce que vous croyez que ça va être notifié ça dans la semaine à venir? Que ce lien Cesaro-Sheamus assez évident, mais qui pour le moment a pas du tout été évoqué, Kyrias? Pour le moment, ça me paraît mal parti. Depuis le retour de Sheamus, il n'y a pas eu de liaison entre les deux. Ouais. Là, il n'y a pas eu d'intervention non plus. On les a pas vus sur le même écran depuis un bail, quoi. Donc, moi, ça m'étonnerait. Mais je me demande qu'à être surpris. C'est vrai. Chris, Ouais. Est-ce qu'on sera surpris? Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. Écoute, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. C'est vrai, j'avais pas pensé que peut-être cette affiche effectivement n'était pas décidée par hasard, mais oui, ça. En tout cas, ça prend pas le chemin d'une évocation de l'existence passée de The Bar. Bon, c'est comme ça, on verra bien. La capacité d'oubli à la WWE est forte. Souvent on oublie à court terme et puis à moyen terme on s'en rappelle pour dire à quel point ah là là c'était légendaire et c'était beau. Et d'ailleurs on en a un exemple qui suit dans le main show. On a quitté le kick show, pardon, difficile à dire. Et on commence par le match des tag teams de la division bleue. Donc les New Day, qui sont nouveaux champions, affrontent les Forgotten Sons, les Lucha House Party et Miz et Morrison, qui font donc partie des équipes dont on s'est rappelé 10 ans après. C'est un match Fatal 4-Way, mais n'oublions pas que c'est cette stipulation un peu bizarre où il n'y a que 2 équipes qui peuvent être sur le ring en même temps et on peut taguer même si c'est pas notre propre équipe qui nous a tagué. Bref, c'est toujours très compliqué. Il y a beaucoup de monde dans tous les coins, pardon. Donc assez tôt au début du match, John Morrison et Grand Metalik vont sauter sur tout le monde à l'extérieur du ring. On a une grosse avalanche de corps comme on aime bien à la WWE. Metalik va subir ensuite assez longtemps face aux Forgotten Sons. On a une belle série de Lince Dorado aussi. Les Luchadors, on va voir la vie de Tonton Chris à la fin, mais les Luchadors se sont plutôt fait plaisir. Les New Day affrontent les Forgotten Sons pendant un bon moment en s'envoyant les prises de finition dans la tronche. Miz et Morrison essayent de voler ce momentum en se taguant à l'intérieur. Mais Morrison place un Starship Pain, mais la Lucha House Party empêche cette mascarade, empêche ce vol du match. Grand Metalik place un Huracan Rana sur le turnbuckle sur Joe Morrison. Biggie va ensuite envoyer Kofi Kingston sur les Forgotten Sons, mais à l'extérieur du ring, mais Kofi est envoyé dans le poteau, ça fait mal. L'arbitre va prendre une décision qui handicape les Forgotten Sons en excluant le troisième membre, Jackson Ryder, qui était toujours là pour traîner et pour donner des mauvais coups. Au final, les Lucha House Party font tomber tout le monde et Metalik est attrapé par Biggie qui lui place un big ending et puisque tout le monde est tombé, il n'y a plus personne pour casser ce pin là. 1, 2, 3, encore une fois Biggie, encore une fois le big ending et le New Day conserve. Grosse bourre là pour Biggie, tonton Chris, non? Ouais, grosse bourre comme Biggie. Bah écoute, on l'avait annoncé dans la review de SmackDown, les amis, que les New Day allaient conserver. Et voilà, nos saintes paroles ont été écoutées par la WWE. Et gros strike des Luchadors, effectivement. Gros strike de Lucha House Party, quoi. Le Lince Dorado qui nous a encore fait un gros strike sur tout le monde, là, c'était bien sympa. Et les Luchadors, je les ai trouvés vachement bons, effectivement. Hein, je vais confirmer mon impression de la semaine dernière. Et je les ai trouvés très bons dans ce match. Et j'étais même déçu que ce soit Grand Metalik qui prenne le pin. J'aurais préféré que ce soit un Forgotten Sons no name. Mais bon, ça n'aura pas été le cas. Mais c'est pas grave. Voilà. Comme attendu pour moi, les New Day conservent. Ouais. Et séduit par la qualité du match? Sans plus, écoute, je peux pas dire que je sois rentré énormément dans le match, à part quelques strikes et quelques passages, voilà, un petit peu sympa. Ça a duré 13 minutes. Ah. C'était pas super long pour un match, voilà, avec 4 équipes, on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus long, un petit truc de 15-16 minutes, ça aurait été pas mal. Donc c'était un petit peu la déception, c'est que finalement le pré-show a duré le même temps, quoi, tu vois, quoi. Il y a eu 13 minutes pour Jeff Hardy et Cesaro, 13 minutes pour le match des tag team de SmackDown. Pas de match, on pourra signaler que finalement, alors que ça a été annoncé au dernier moment, mais finalement il n'y aura pas eu de match pour les titres par équipe de Raw. Non, effectivement, du coup une seule ceinture par équipe, il n'y a pas eu de match non plus des ceintures par équipe féminine, donc Kyrias, est-ce que
session par équipe t'a convaincu? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, comme Chris, j'ai trouvé ça un poil court, hein. Ils auraient pu rajouter quelques minutes, hein. Après, non, c'était un bon match, une bonne rencontre. Il y avait un rythme assez endiablé, donc moi, ça m'a plu le temps que ça a duré, quand même. Et après, la victoire, effectivement, des New Day avec un big ending des familles. Non, c'était plutôt aussi, là encore, logique que ça se passe comme ça, quelque part. Mais après, ouais, effectivement, on peut trouver ça dommage que ça tombe sur la Lucha House Party, le pin, quoi. Mais non, c'était un bon match, sinon. Bon, moi, je trouve qu'on se souvient, on retient pas très longtemps qui a pris le pile. Hein. Je suis pas sûr que c'est. En général, Ouais, c'est pas très grave. Ouais, non. Mais sur ce ouais, match-là, ça sera vite oublié. oui, voilà. Pour moi, ouais, je pense que tu as bien analysé Kyria. C'était un peu, oui, fait. Il y a eu des spots très vite et puis ça a été court, mais bon, cette stipulation, hein, c'est pas terrible. Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, Kyrias. Là, qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, non, c'est vite le bordel quand même au niveau des tags. Ouais. Et alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que le tag, quand on est entre les deuxième et troisième cordes, ça compte? Ah bah normalement, non. Normalement, c'est au-dessus de la 3e corde. Tel est le règlement. Ah, si j'étais arbitre. Ouais, ça dépend après sur quel arbitre tu tombes. Ouais. Ah, le tag, tu veux dire faire le tag ah oui, d'accord. Pas au-dessus de la 3e corde. Ouais, voilà. Je sais pas. Je n'ai pas la précision de l'arbitre. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu flou parce que des moments où ils partent dans le coin, là où ils se taguent et ils se retaguent. Ouais, moi je suis pas un gros fan de ces stipus, mais j'aimerais pas être arbitre d'un match comme ça par contre. Faut pas fermer les yeux une seule seconde. Bien, on s'avance vers un autre match qui nous avait été annoncé un peu trop tardivement pour qu'on le pronostique. R-Truth affronte MVP. Là on est, là on est dans du match de vétérans quand même. Hein. Ah ouais, là. Je pense qu'il y a du 90 ans à tous les deux, hein, même peut-être plus. Alors, R-Truth arrive en chantant What's Up et en demandant au public What's Up, comme si tout le monde était là, voilà. People avec moi, What's Up. MVP arrive. Il y a un segment un petit peu bizarre où il se donne des leçons. Alors, paraît-il que c'est une feud de Twitter, on m'a dit. Moi, je suis pas sur Twitter, c'est des rivalités sur réseaux sociaux. Mais bon, bref, ça parle de panier de basket, là, du ball-in. R-Truth explique à MVP les règles. Là, si tu mets ici, c'est 3 points. Si tu mets là, c'est 2 points. Bref. Tout d'un coup, Bobby Lashley arrive, prend le micro et dit en gros à MVP prends ta soirée, jour de congé, je m'occupe de tout ça. Et R-Truth lui aussi, il veut en profiter pour prendre sa soirée, son jour de congé, mais Bobby Lashley ne le laisse pas faire. Donc l'affrontement commence, Lashley remplace officiellement MVP et R-Truth fait pas très long feu. Hein. Tu nous diras le timing, tonton Chris, mais il est assez vite découpé par un spear. Bobby Lashley gagne. 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais. Voilà. C'est encore plus court que ce que j'avais pensé. Bobby Lashley repart au vestiaire, il a fait ce qu'il voulait faire, donner un petit peu d'impact. MVP a pas l'air mécontent de ne pas avoir catché, hein, bizarrement, c'est plus son métier. Et un peu plus tard, on verra, juste avant le main event, on verra R-Truth en coulisses, un petit peu désespéré, bon, qui dit n'importe quoi, hein, mais qui dit d'ailleurs qu'il a battu MVP, qui a perdu du poids, mais maintenant il veut récupérer son petit bébé, sa ceinture, son 24/7 hardcore intercontinental européen télévisé championship. Et donc il dit qu'il fera tout ce qu'il faudra pour retrouver Tom Brady et prendre sa ceinture. Donc, alors que c'est Rob Gronkowski, comme vous le savez, qui est le champion au 24/7. Bon, R-Truth est réveillé, il veut récupérer sa ceinture 24/7. Est-ce que c'est la seule bonne nouvelle de ce segment, Kyrias, ou est-ce que c'est même pas une bonne nouvelle? Non, enfin, c'est une bonne nouvelle parce que c'est R-Truth, c'est rigolo, mais de ce titre, de ce roll-up championship. Oui, là pour une fois, on n'a pas fini sur un roll-up. Mais ouais, c'était pas pour le titre en même temps. Ah non, bah non. Bon, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire de ce match d'1 minute 30, Chris. Bon, non, écoute, il n'y avait rien à en dire. Hein. C'était un truc pour meubler, voilà, pour nous faire un peu sourire avec R-Truth. Et voilà, ça avait zéro intérêt, quoi. De toute façon, à part pour finalement la promo de la fin où il a vanné en parlant de Tom Hardy en tant que champion 24/7, quoi. Donc, voilà, ils en sont arrivés à ce point-là. Hein. Ils savent même plus qui est le champion véritablement du titre. Donc, c'est à peu près le niveau de ce segment, quoi. Voilà, donc c'était Next. Ah, bah je sais. Attention à ce que tu dis, Chris. Ouais.
Parce que tu viens de dire next. Ok, tu veux la jouer comme ça? Ah bah ouais. Et ben next, c'est Bailey versus Tamina, mais mon gars. 10 minutes. Il l'a réclamé. 10 minutes. 10 minutes 40 exactement. 10 minutes 40 d'affrontement entre la championne des salons de coiffure et la challengeuse de l'océan Pacifique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bailey commence bizarrement un peu se foutre de la gueule de Tamina en lui disant nice Tamina, sois gentille, etc. Tamina lui rétorque qu'elle lui fout une suplex, un body slam dans la tronche. Elle laisse Bailey un petit peu reprendre son souffle. C'est pas une bonne idée parce que Bailey elle est méchante, elle est pas nice et elle vise le genou de Tamina, donc elle va lui donner à plusieurs reprises des coups de genou. Elle va réussir à la glisser au sol et à lui faire taper le genou contre le poteau. Ça fait très mal, donc voilà, Bailey réussit un peu à prendre le dessus, à la dominer au sol. Elle en profite pour demander une petite bouteille d'eau à la table des commentaires. Elle boit un petit peu de bouteille d'eau et elle arrose Tamina pour la réveiller sûrement, ce qu'il fallait pas faire parce que ça la réveille à Tamina justement. Elle jette Bailey dans les cordes, elle la fout dans les barricades, elle lui met un super kick, elle lui fait passer à travers la table des commentateurs, enfin bref, elle est bien réveillée. Elle va lui faire un super kick au milieu du ring et un Samoan drop, mais là, grosse erreur de Tamina, elle voit Sasha Banks qui était à l'extérieur tenter de s'approcher, de monter vers le ring pour casser le tombé. Du coup, Tamina se focus totalement sur Sasha Banks, elle essaye de la rattraper, elle perd contrôle de son match et du coup... Chris, tu en parlais l'instant d'avant, je sens que ça te manquait. On a notre roll-up final pour la victoire de Bailey, un roll-up championship. Il en fallait un dans ce pay-per-view. Et pour finir un peu convenablement, Sasha Banks viendra mettre un petit kick à Tamina. En gros, fallait pas me chercher. Et elle va elle-même récupérer la ceinture pour la donner à sa meilleure copine. Ah, le monde bleu de SmackDown. Chris, vas-y, je sens. Je sens que tu meurs d'envie. Alors là, franchement, quoi, un roll-up pour finir, voilà, pour mettre le dernier clou au cercueil de la division féminine du show bleu. Ah là 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 là, mais quelle purge ce match! Oh là. Alors j'en rigole maintenant, hein, mais j'avais envie d'en pleurer devant le visionnage. Hein. Je disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais qui nous propose là, mais c'est. Voilà quoi, et Sasha quand même à la fin, elle sauve sa copine d'une dernière attaque de Tamina, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est beau. C'est beau l'amitié. Non, moi je n'en jetais plus, quoi. Franchement, je crois que là on est arrivé au bout du pire avec Bailey, je crois. C'est un festival pour le friendship. Hein. Ouais. Ah là 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 là. C'est ça qui nous manque là, un gros segment où elles vont en faire se mettre sur la gueule. Ah oui, mais quand est-ce que ça va arriver? Ah, ça fait des mois qu'on le demande. Là, moi je me dis, la bonne nouvelle, c'est que comme dit tonton Chris, on est au bout du bout là. Maintenant qu'on a ressorti Tamina de l'hospice et qu'elle a perdu, on commence à trouver le bout du truc. Et puis alors avec un botch horrible à la fin, hein, il faut pas l'oublier ça. Hein. Ça c'est horrible à la fin. Elle tente un Samoan drop et qui est contré par un espèce de voilà. Elle emmène en fait, elle accompagne le Samoan drop Bailey. Pour faire toucher les épaules à Tamina, mais c'est horrible comment c'est mal fait, comment en plus Bailey elle est mal foutue sur les épaules de Tamina, donc du coup ça fait que l'autre elle plie les genoux, ça fait un effet visuel horrible. C'était une purge ce match, mais alors du botch, de la merdouze, un finish pourrave, enfin bon bref, là il y avait tous les ingrédients du truc tout foireux. Botchamania. T'es convaincu par le roll-up, toi, Kyrias? Non, pas non plus, non. Mais est-ce qu'on peut... Je sais même pas si on peut lui donner le nom de roll-up, quoi, là, tu vois, quoi. Non, c'était une espèce de crucifix, je sais pas quoi. Ouais, c'était ça, ouais, c'était un espèce de contre... Oh là là, mais... Oh les gars, on s'est fait plaisir, là vraiment. Le match féminin 2020 pour les pay-per-view, là. Wouh! Bon, en même temps, est-ce qu'on peut appeler ça une déception? Ce qu'on attend. Ah non, je crois que non, là je crois. C'est quasiment le gag, quoi, le gag du pay-per-view, quoi, le comedy wrestling match du pay-per-view. En tout cas, sur notre Discord catch-up, où vous êtes de plus en plus nombreux, et n'hésitez pas à participer si c'est pas le cas. On sait qu'il y a une certaine, un certain rejet effectivement de Bailey, donc ça a l'air d'être à peu près général. Ça fait, elle a été championne suite à sa victoire du Money in the Bank. Ça commence à faire très longtemps. Ouais, il serait temps quoi. Il faut qu'il se passe autre chose là. Il faut qu'il se passe un truc. Alors on sait pas.
on sait pas quoi, si Ronda Rousey revient casser des gueules, ou si machin, ou si les copines se. Mais ben, il faut un truc là, il faut qu'il se passe un Voyons truc. Ronda Rousey à SmackDown, pourquoi pas, ouais. Ah bah ça pourrait, tiens. On verra bien. On passe à la suite du coup là. Next, c'est bon pour vous? Oui, Ouais, oui. ouais, oui. Alors bon là c'est un petit peu plus costaud. On a quand même l'Universal Championship. Braun Strowman, le champion, affronte Bray Wyatt, le challenger, mais son mentor de toujours, son premier leader, son seul leader d'ailleurs. Voilà, on est dans ce gros revival de l'époque de la Wyatt Family. Alors Bray, il est avec son pull rouge, il est avec son petit pantalon, son petit jean, hein, il est en mode Firefly Funhouse. Il rigole beaucoup au début du match, hein, il rigole énormément. Il prend pas mal de charges, il prend des coups d'épaule, il prend le poteau. Et Braun Strowman à l'extérieur s'apprête à lui faire son Strowman Express. Mais Bray l'évite, tel un torero Holley. Et hop, Braun Strowman prend la table des commentateurs. Ah purée, j'arrive jamais avec ce mot. Des commentateurs, voilà. Et commentaires ou commentateurs, bref. Et ça fait un peu un tournant dans le match, puisque Bray Wyatt a un peu de temps pour se reposer. Le cochon Huskis est à l'extérieur du ring, il encourage Bray Wyatt, il fait des petits Rick, hop. Bray Wyatt a repris un peu le dessus, il fait un C'est DDT bien le sur cochon. Ouais, t'as vu. Il fait un DDT sur Braun Strowman, une closest line, un senton au milieu du ring, et il envoie Braun dans les escaliers, et il lui fait un tornado DDT et Sister Abigail, donc grosse domination de Bray Wyatt, mais là encore, near fall, le champion résiste à la finition de Bray Wyatt. Donc le leader de la Firefly Funhouse attrape Braun pour une deuxième Sister Abigail, pardon. Il lui fait le petit bisou sur le front, mais il hésite un peu trop et il est contré par un gros choc slam. Puis ce coup-ci à l'extérieur du ring par le vrai Strowman Express, boum, il le prend de plein fouet. Bray Wyatt roule sur le ring. Braun Strowman sort la tête de. Enfin, il était à l'extérieur du ring et on voit sa tête dépasser depuis le ring. Il a son masque de mouton noir. Il vient de mettre son masque. Alors Bray il sait plus là. Il rit, il pleure, il chante, il crie. Braun Strowman déchire son t-shirt. Les deux sont face à face, les bras écartés, à genoux. Ils se font un câlin. Tous les marionnettes sont là, elles applaudissent. Il y a la sorcière, il y a le busard. Voilà, ils sont tous émus. Mais c'était une ruse. Braun Strowman enlève son masque, il l'écrase, il le piétine. Running Power Slam. Et 1, 2, 3. Braun Strowman garde son titre comme on pouvait s'y attendre, comme on l'avait pronostiqué avec Chris. Mais Bray Wyatt a l'œil noir et on voit même des petits flashs du film qui apparaissent. Donc c'est probablement pas fini tout ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, Kyrias? Ouais, c'est pas fini, mais on va avoir la revanche avec The Fiend, je pense. Je sais Qu'est-ce que pas, t'as... vous en dites quoi? Ah bah déjà, qu'est-ce que t'as pensé de l'affrontement? Ah, l'affrontement, ouais, c'était pas mal. Ils font leur poids, je pense, les deux aussi, là, sur le ring. Ah oui. J'ai trouvé Bray Wyatt vraiment très affûté, même s'il était en pull, on sent qu'il a une masse derrière assez impressionnante. Après, oui, j'étais surpris du match par rapport à la ruse de Braun, que je trouve un petit peu lourde. Voilà, c'est un peu du- J'avais la sensation de savoir que ça allait se passer un peu comme ça, quoi. J'ai pas été surpris, donc puis voilà, c'est un peu le reproche que je pourrais faire au match, j'ai pas été surpris, à part l'apparition des petites marionnettes un petit peu, mais c'était vraiment kitsch quand même. Bon, voilà, le tombé a été faite sur Bray Wyatt et on attend le retour avec The Fiend, quoi, qui a été vendu. Et tonton Chris, t'en penses quoi? Moi, j'ai pas trouvé ça génial, à vrai dire. Ça m'a pas emballé des masses. Bon, concernant les pronos, bah, avec le Raphaëlier, on avait donné tous les deux Strowman de toute façon. Parce que Bray Wyatt en Bray Wyatt et pas en The Fiend, ou pas. On avait évoqué aussi d'un fantasy booking en gourou de retour de la Wyatt Family. Ça aurait été bien. Oh là. Ouais, ça aurait été bien, ouais. Ça, pour moi, ça a été une des grosses erreurs de cette semaine, quoi, là, sur le booking du Weekly et du Money in the Bank. Mais bon, moi, j'aurais fait revenir le gourou.
Et voilà, et du coup, le match a duré 10 minutes. Hein, donc, c'était 10 minutes 35 pour être précis. 5 secondes de moins que Tamina. 5 secondes de moins que Tamina, ouais. Mais voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce match. Ça m'a pas emballé des masses, quoi. Voilà, pas surpris spécialement par la fin, pas surpris spécialement de l'intervention des marionnettes, déçu du décorum finalement autour de Bray Wyatt. C'était trop simple, trop basique, c'était presque trop cheap encore une fois. Comme ça m'a fait le même effet en fait. Je répète ce que j'ai dit pour la review de SmackDown vendredi, quoi. Donc voilà, ouais, écoute, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que c'était un match de transition dans cette rivalité. Braun Strowman garde le titre et on va avoir à un moment ou un autre le retour, si ce n'est du gourou, en tout cas un retour de The Fiend, quoi. Et vu comment ça se termine à la fin avec le petit flash de l'apparition du masque démoniaque, j'ose espérer que le Fiend va venir s'inviter dans la partie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été plutôt bien aimé. Enfin, j'ai trouvé que le match passait agréablement parce que les deux se donnaient assez bien. Bray Wyatt, dans son personnage, il est à fond. C'est vrai que je suis d'accord avec Kyrias. Quand il est dans son petit pull rouge moulant, il a des épaules, hein, le Bray Wyatt, il a de ses bras. Il vaut mieux pas être attrapé. Là, on comprend pourquoi la mandible claw, ça peut faire mal. Mais bah ouais, en fait, je suis toujours hyper déçu là que ils aient gardé tout le côté cinématographique pour le main event du Money in the Bank Ladder Match, mais là ils auraient pu faire beaucoup plus et moi j'aurais bien aimé voir quand Braun Strowman repart sur la rampe, le voir vraiment le Fiend ou le Gourou. Ouais, j'aurais adoré voir le retour de Rocking Chair et tout, enfin quelque chose d'un peu plus. Il nous la joue trop sage, là, trop live moment, comme si on avait du public et tout. Non, non, on peut faire des cuts là, on peut faire du montage, on peut faire un peu plus que les marionnettes. Après, oui, comment on va dire, c'est la progression scénaristique qu'on avait un peu imaginé, hein, un premier match un peu de transition. D'ailleurs, on nous a annoncé le prochain pay-per-view, hein, Backlash, qui va être mi-juin, je sais plus la date. Est-ce que vous avez noté ça? J'avais même pas vu. Ouais, j'ai vu vaguement le truc sur Backlash, mais j'ai pas fait gaffe à la date, à vrai dire. Bon, de toute façon, mi-juin, je pense que, enfin, je sais pas si on peut espérer du public déjà, mais ça semble un peu compliqué. Sauf s'ils le font sur la plage, puisqu'a priori en Floride, tout le monde a le droit d'aller sur la plage. Donc, on verra bien la suite de cette rivalité. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que juste au moment où Bray Wyatt se prend pour The Fiend, on est hacké. On retrouve le hacker de SmackDown qui nous montre qu'il a toutes les caméras, visiblement le hacker est abonné au WWE Network parce qu'il regarde toutes les émissions. Il a toutes En les même temps. Oui, oui. Je sais pas si. Alors, est-ce qu'il faut plusieurs comptes? Je sais pas. Peut-être qu'il claque un peu plus que 9,99, on sait pas. Mais voilà, il voit tout le monde, il voit tout, il voit Daniel Bryan, il voit les interviews, il voit Charlotte, etc. Et il nous dit que voilà, tout le monde se demande qui il est, bah, il est la vérité. Et no one is safe, donc personne n'est à l'abri. Et ça sera sa seule apparition, hein. Je spoil déjà Gilbert qui se demandait si on allait avoir sa révélation ce soir. Non, c'est pas pour tout de suite, et on sait toujours pas d'ailleurs trop ce qu'il veut et qui sera sa prochaine cible. Voilà, est-ce que vous avez un peu plus d'infos? Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous avez peur d'être hacké ici à Ketchup? Est-ce que vous êtes passé sur un VPN? Chris, toi qui depuis ton Minitel, qu'est-ce que tu fais toi? Ah bah dans ces cas-là, j'ai rien d'autre à faire, hein. Je peux juste retirer la prise de secteur et puis voilà, espérer que le truc il reboot en à peu près 72 heures, quoi. Donc, Ah ouais. ah ouais, moi il en est là mon matos, hein, donc c'est comme ça. Hein. Bah non, le hacker, il faut que ça soit Ronda Rousey, moi je dis. Allez, je veux que ça soit une nana qui soit à la tête de cette entreprise de hacking de la WWE là. Ça serait bien que ça soit une nana finalement, je trouve. Donc, parce que moi, depuis que j'ai arrêté, finalement, on l'a encore dit tout à l'heure, hein, il faut tellement remettre du 109 dans cette division féminine du show bleu que finalement, pourquoi ce hacker, ça serait pas une demoiselle Qu'est-ce que t'en penses, Kyrias? Une femme peut-elle faire le mal comme ça sur Internet? Mais pourquoi pas? Ah oui. Ouais. Oui, il n'y a pas de raison. Non, après, le segment lui-même, je l'ai trouvé inutile. Voilà, ça avance pas dans l'histoire, mais bon. Ouais. Effectivement, il a le hacker une bonne paire d'yeux parce que vu tout qu'il a regardé, je sais pas s'il regarde Total Bella aussi. Mais... Le pauvre. Oh, voilà, bon. Ça reste mystérieux. On ne sait pas qui est ce hacker, une femme, un homme, on ne sait pas. On verra pour la suite. En tout cas, là, on ne nous en parle pas plus. Et t'as raison, segment qui fait pas trop avancer le schmilblick, comme on dit chez nous.
Allez, nous arrivons au dernier match qui a lieu sur le ring de ce Performance Center. Et là, c'est du gros match, c'est du gros lourd. Tonton Chris l'attend, l'espère. Son bel Ouais, homme, ouais, c'est clair. son Drew McIntyre, son champion de Raw, beau et affûté comme tout, qui affronte le Messi de Monday Night Raw. On a eu droit un peu plus tôt dans la soirée à des interviews de l'un et de l'autre par Charlie Caruso. Je vais pas détailler parce que ça m'a pas paru hyper intéressant. Par contre, grosse nouvelle pour commencer. Burn It Down is Dead. Et ouais. Et ouais, Seth Rollins arrive sur une musique plus christique, plus angélique, peut-être plus en rapport avec son personnage. Mais tiens, première question, avant même de commencer, est-ce que vous la trouvez bien cette musique, Chris? Bah du coup, comme ça m'a surpris, j'ai pas eu véritablement le temps de bien analyser le truc, quoi. J'ai juste été surpris. Je me suis dit, merde, putain, ça y est, ils ont retiré le Burn It Down, quoi. Ça y est, c'est définitivement enterré cette affaire, quoi. Donc ça fait bizarre. On était quand même bien habitués, quoi. Donc c'était un bon thème d'intro que j'aimais bien. Donc écoute, on va se faire petit à petit au nouveau. Ouais, Kyrias, t'as eu un avis plus direct? Tu as réécouté? Ah non, pas du tout. J'étais tellement déçu que j'ai même pas cherché à le réécouter. Ah, t'es déçu, toi? Ouais, j'aimais bien son thème song, mais en même temps, enfin, pourquoi pas le changer, mais vu qu'il y a un nouveau personnage, sa musique est plus en rapport avec son personnage. Mais non, j'ai été surpris avec difficulté, j'ai pris la nouvelle, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va voir si le match t'a remis un petit peu le moral. Donc, on commence par une nomination de Drew McIntyre, du bel homme, du champion, qui va même s'amuser à laisser Rollins respirer dehors en lui disant prends ton temps, je savoure, etc. Le Drew McIntyre va envoyer une belle série d'Atemi qui claque, il envoie Seth Rollins dans chacun des coins, il le projette dans les turnbuckles. Il lui place une souplesse, mais Seth Rollins a bien vu le match de Bayley contre Tamina et il s'est dit je vais faire pareil, je vais viser les genoux. Donc il fait des dropkicks sur les genoux de Drew McIntyre, il fout Drew dans le poteau, il l'envoie à l'extérieur du ring, suicide dive. Au milieu du ring, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il tente une prise de soumission, voilà, Boston Crab, qui dure un petit moment. Ensuite, Drew McIntyre est à l'extérieur, nouveau suicide dive, et lui envoie 3 coups de genou, 3 high knee, là, en sautant depuis le coin du ring ou depuis même la table des commentateurs, 3 genoux dans la tête de Drew McIntyre, du coup qui est un petit peu KO. Il tente un nouveau suicide dive, mais que Drew contre, il l'attrape et il le projette à travers la table des commentateurs toujours, donc qui se casse pas, hein. Seth Rollins, il va juste rouler sur les papiers et sur les écrans. Donc Drew reprend le dessus sur une telle prise. Il va enchaîner, il lui envoie un big boot, il passe un spine buster. Rollins reprend le dessus avec une série de kicks, un splash. Il tente le tomber, mais ce sera near fall. Seth Rollins va chercher une chaise. Il est énervé, il va prendre une chaise en métal, mais l'arbitre lui dit bah non, en fait, si vous tapez avec la chaise, du coup vous êtes disqualifié, donc du coup vous serez pas champion. Et Seth il fait ah mince, du coup c'est vrai, mince, c'est bête. Et il laisse tomber la chaise, il s'élance pour un curb stomp, mais Drew l'évite et lui met un bon baiser de Glasgow dans la tête, boum. Seth Rollins ensuite réussit quand même à placer une belle suplex de la 3ème corde, suivie d'un Falcon Arrow. Near fall là aussi, Drew est décidément inarrêtable. Il reprend le dessus, le champion, il place son ancien finisher, le futur Shock DDT, Near fall également. Et alors là on a un gros move, je vais essayer de le décrire du mieux possible. Drew est coincé la tête à l'envers sur le turnbuckle, là il a la jambe coincée dans la 3ème corde. Rollins est en train de le taper et il arrive à choper Seth Rollins et à lui envoyer de l'autre côté du ring en superplex. Il tente un Claymore Kick qui est évité. Seth Rollins réussit à placer le curb stomp, mais le champion se relève d'un curb stomp near fall. Il évite le 2e curb stomp, il met un Glasgow Kiss. Seth Rollins répond avec un super kick. Drew McIntyre répond avec un Claymore. Et là, c'est la fin. 1, 2, 3. Le champion conserve Tonton Chris et tout en joie dans son EHPAD. Il fait trembler sa perfusion. Et le bel homme va aller jusqu'à relever Seth Rollins et lui serrer la main. Joliment fair play. Joliment fair play. Hein. Oui. Le fair play écossais. Oui, voilà, un écossais. Ouais, le fameux fair play écossais, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Et bah écoute, un match de 19 minutes 20. Hein. Là, un vrai match de pay-per-view
en mode Corona Mania, certes, mais un vrai match de pay-per-view de championnat du monde. Voilà, de 20 minutes. Voilà, les mecs se sont envoyés. J'ai trouvé que c'était propre au niveau. Alors évidemment, hein, sans public et tout ça, bah évidemment, ça glisse sur moi d'une manière totalement différente. Mais au final, c'était un vrai match de catch. Une belle opposition. Les mecs se sont bien envoyés. Non, franchement, j'ai que du respect pour ce match-là, là. Et Seth Rollins, c'est hyper solide. Finalement, perd ce match et accepte à la fin ce geste fair play du Drew McIntyre. Alors ça m'a étonné finalement. Ça, je me suis dit, quand même, il sort quelques instants de son personnage de heel ultime tel qu'il veut se présenter à Raw. Mais finalement, c'était bien, quoi. C'était bien. Ça rappelait quand même qu'au final, ces gars-là, ils work ensemble toute l'année. Et que ça se finisse comme ça, bah, c'était assez propre et ça m'a plutôt bien plu, quoi. Donc c'est plutôt un a priori assez favorable sur ce match. Kyrias. J'en attendais beaucoup de ce match. L'affiche était vraiment belle et puis je pense qu'on n'a pas été déçus. Hein. Pas d'overbooking, hein. À la différence de ce qu'on avait dit avec Raph, on s'attendait à beaucoup d'overbooking, tu vois, le Kyrias, et en fait, il n'y en a pas eu. Oui, il n'y a pas eu de disciples, on n'a pas vu. Ça c'est bien foutu. Enfin, il n'y a pas. Le finisher est supérieur chez McIntyre, quoi. Alors, après, le déroulé du match, c'était vraiment, pour moi, c'était le meilleur qu'on ait vu depuis le début des Corona Mania. Même si, pareil, effectivement, le manque de public joue toujours un peu dans ce genre de contexte. En un contre un, ouais. En un contre un, c'est clairement un des meilleurs matchs là qu'on ait vu depuis Corona Mania, quoi. C'est vraiment là, 20 minutes, voilà, où les mecs sont à fond. Il n'y a pas de temps mort, rien du tout, quoi. Pas trop d'exercices de soumission parce que c'est pas la spécialité des deux. Donc ça cogne fort, ça cogne dur. Ça envoie du Falcon Arrow, ça envoie de la Claymore. Non, franchement, c'était techniquement, hein, là, c'était propre. Hein. Pour moi, ils ont fait une belle démonstration de catch quand même tous les deux, quoi. Et Drew, quel impact, quoi. Dans ouais. ce coup, oh là là, mais j'ai beau être matinal, j'ai eu mal au dos pour Rollins, quoi. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et puis pour faire partir le coronavirus des alvéoles des contaminés, moi je pense qu'une série d'ATMI là. Ah ouais. Ah ouais, non, il a des ATMI dévastateurs aussi, quoi. Donc non, la puissance de ce mec quand même, quoi, c'est quelque chose, quoi. Et toi, Raph, t'en as pensé quoi? Ben moi j'ai beaucoup aimé aussi. En fait ça m'a fait. Alors c'est pas du tout le même style de match, hein, mais pour moi un autre qui avait été très bon, c'était Rollins Owens là justement aussi à WrestleMania, le WrestleMania en 2 nuits. Donc Rollins confirme que quand il est pas trop bloqué dans un personnage un petit peu trop face ou un petit peu trop fade, c'est quand même un excellent catcheur parce que voilà, je voulais juste remettre un petit peu aussi de crédit à Rollins parce que Drew, je sais bien. Faut être deux pour faire un bon match et oui. Et là c'est le cas. Et Rollins ça a été très bien et effectivement il y avait un côté très pur quoi, j'ai trouvé très gladiateur. C'est voilà, les muscles saillants, ça transpire, ça s'envoie dans la gueule. Il n'y a pas eu de mind game, il n'y a pas eu presque étonnant d'ailleurs. Hein, Rollins, il a un peu dit parfois quand il dominait, voilà, c'est mon show, c'est à moi d'être champion, un peu de trash talk pendant le match, mais très peu. Et ouais, Drew, on continue, sur une lancée. Je crois que c'est vraiment dommage que ça soit la Corona Mania, mais c'est un des plus beaux champions du monde qu'on ait depuis très longtemps, et c'est drôle que ce mec-là soit venu il y a 10 ans, soit reparti un peu sans avoir rien fait. Belle carrière, beau parcours de vie et belle affiche. Alors maintenant, je sais pas, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous c'est clos là cette rivalité ou est-ce qu'on en donne un peu plus? Qu'est-ce que t'en dirais, Kyrias, toi? Oh, ils ont déjà pas mal donné là, je pense, mais après, ça peut être un peu longué s'il doit y avoir encore un autre match ou une suite à cette histoire. Hein. Mais non, moi j'aurais bien un nouveau challenger pour Drew McIntyre, le bel homme. Ouais, Chris, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est pas fini, hein, clairement. Ouais. Hein. Non, pour moi ça va pas s'arrêter là, quoi. Je pense que Backlash porte bien son nom, donc il va y avoir un backlash de la part de Seth Rollins
Et à n'en pas douter avec le retour de toute la bande voilà, de Murphy. Les AOP, il y en a un qui est blessé apparemment. Ah ouais. Donc eux, je sais pas quand est-ce qu'on va les revoir. Mais je pense que Seth Rollins va repartir aux affaires avec l'aide des disciples. Quoi. Ça m'étonnerait, tu vois. Ça m'étonnerait qu'il lâche le morceau comme ça. Donc je pense que cette rivalité va encore durer un certain temps. Je pense que ça va nous emmener jusqu'à Backlash et après ça va changer d'orientation pour Drew à l'été. Pour SummerSlam. Tout dépend de comment ils vont vouloir développer le personnage de Seth Rollins justement. Et Ouais. qui est quand même un des piliers du roster. Voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas. De toute manière, Seth Rollins, il fait partie des piliers du roster. Donc, Seth Rollins, tu l'évacues pas du main event comme ça. Donc c'est pour ça déjà, rien que pour ça déjà, cette rivalité pour moi n'est pas finie. Mais en tout cas, ils nous ont proposé un beau match. Si ça peut être une rivalité, tu vois, où on peut se rappeler de 2, 3, 4 matchs compétitifs qu'il y aura eu entre eux, une espèce de série. Techniquement, en tout cas, ils ont les moyens de la faire. Quoi. Ils ont le matériel pour nous offrir quelque chose une belle rivalité là de l'année 2020. Là, tu vois, Drew, Seth Rollins, ça serait pas mal. Après, si on peut avoir d'autres matchs comme ça, moi je prends totalement. Ah ouais, parce que moi je suis pas contre le fait que les mecs se rencontrent. Des fois, on se plaint souvent parce qu'on dit c'est redondant, on revoit les mecs recatchés ensemble, etc., etc. Mais quand la rivalité est bien installée et que les matchs ont du sens et tout ça, moi je suis pas contre le fait de revoir les mecs 3-4 fois dans le ring. Allons-y quoi. Alors donc là, Une petite stipulation. voilà, exactement, avec une petite stipulation qui va bien. Et pour faire monter le truc, crescendo quoi. Et donc là, sur ce qu'ils nous ont montré sur leur premier match, Drew et Seth, franchement, moi j'en veux bien encore. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, le match était vraiment très bien et la fin aurait pu être une jolie clôture de rivalité. Mais en soi, c'est vrai que comme tu dis, Rollins, si Rollins n'est pas dans la course au titre, où est-ce qu'on le met? Parce qu'il y a un petit peu moins de monde aussi avec le virus. Voilà, Kevin Owens c'est pas là. Il y a 2-3 mecs blessés ou qui sont confinés à la maison. Non, moi je suis d'accord pour dire que ça peut être une feud au long cours. Faut voir. Après, pour le moment, moi j'ai trouvé qu'ils nous ont vraiment bien divertis et bien tenu le rythme en weekly. C'est plutôt ça en fait qui est inquiétant. Les matchs en pay-per-view peuvent être très bons. En weekly, il faut pas que parce que Drew est vraiment dans ce personnage de héros solitaire. Il a pas vraiment d'allié et je pense pas que ce serait une bonne idée de l'allier à quelqu'un. Et de l'autre, ma foi, on a Murphy qui est un peu l'agneau sacrificiel, mais il faudrait pas que ça tourne en rond. Ça va être un dosage difficile là pour la WWE. Il faut de la finesse et on en a pas toujours. Ah ouais, non, pas tout le temps, ouais. Bon, main event. Eh ouais. On quitte la Floride. Direction le building office de la WWE. Donc, on le sait maintenant depuis plusieurs semaines. Ce main event-là, ce sera un Money in the Bank qu'il faudra aller décrocher sur le toit du building et les filles et les mecs s'affrontent en même temps. Donc les filles arrivent d'abord, elles auront droit à l'entrée devant l'ascenseur, là où il y a les statues historiques des légendes. Donc on voit Roddy Piper, on voit Andre the Giant, tous en statue de chocolat, invisiblement. Il y a donc, rappelons un peu le casting, il y a donc Shayna Baszler, Dana Brooke, Carmella, Lacey Evans, Nia Jax et Asuka. Un plateau, voilà, on ne commente pas. Fait rêver, fait pas rêver, chacun son point de vue. Chez les mecs, alors les garçons, eux, ils commencent dans la salle de sport. Bah ouais. C'est des hommes, quoi. C'était cheap, quoi. Voilà. Les hommes, ils commencent dans la salle de sport. Et il y a donc Baron Corbin, qui arrive avec son sceptre et sa couronne et tout ça. Aleister Black, AJ Styles, Rey Mysterio, Otis et Daniel Bryan. Donc ça commence à se causer un peu. Salut, vous êtes là? Ouais, vous aussi, on est chaud, machin. C'était un peu bizarre. Asuka, elle grimpe sur le. À l'étage au-dessus. Non, elle est déjà grimpée. Au moment où sa musique retentit, toutes les nanas, elles sont en train de chercher où elle est. Et elle est déjà installée au balcon. Voilà. Donc, là-dessus, la cloche retentit, c'est parti, tout le monde a le droit de se mettre sur la gueule. Et Asuka commence donc très fort puisqu'elle saute. Ouais. Elle saute du haut du balcon. Énorme spot d'Asuka pour commencer, quoi. Boum, la meuf plus intelligente que tout le monde, elle saute sur tout le monde, elle étale les 5 autres meufs, et elle prend l'ascenseur toute seule et elle danse dans l'ascenseur. Mais elle est maligne. Mais voilà, elle est maligne, elle avait tout compris, elle dansait, quoi. Ça, c'est des techniques, mais c'est peut-être des techniques qu'on apprend à Tokyo, là, quand on vit dans les buildings et tout, on apprend à maîtriser l'ascenseur.
Qui sait? Pendant ce temps-là, les garçons, ils se mettent un petit peu sur la gueule. Alors on va très vite former des duos. Ce sera AJ Styles qui va taper Otis, Aleister Black qui tape Rey Mysterio et Corbin qui tape Daniel Bryan. Corbin qui balance un poids sur Daniel Bryan qui l'évite et il pète un miroir. 7 ans de malheur, 7 ans de low card comme on dit dans le catch. Et ouais. Donc, il le vit mal, hein, Baron Corbin. Il reste un bon moment là, regardez le miroir. Ouais, il bloque, ouais. Il bloque, il est un peu déprimé. Otis réussit à coincer AJ Styles sous des haltères, il peut plus bouger. AJ Styles, il voit tout le monde se barrer sans lui. Il dit à Rey Mysterio, aide-moi. Et Rey Mysterio il dit ok, no hablo inglés, no sé. Il s'en va. On passe devant les toilettes. Et Rey Mysterio voit sortir quelqu'un dont j'ai dû chercher parce que je ne connaissais pas, mais c'est Brother Love. Bruce Pritchard. Bruce Pritchard qui leur dit I love you, voilà, tout ça. Mais bon, Rey Mysterio lui dit moi aussi, mais désolé, lave-toi les mains, t'as la braguette ouverte, et puis moi je dois monter sur le toit. Donc il y a une espèce de course, voilà, on se course dans les escaliers, il y a de la moquette et tapis rouge. Ils finissent par rentrer à 4 dans un ascenseur. Alors j'ai essayé de suivre un petit peu le fil. Ouais, les filles finalement se retrouvent toutes au même niveau, hein, parce qu'Asuka a pris l'ascenseur, mais c'est pas grave. Les gars de leur côté trouvent une zone où il y a une espèce de petit canapé, mais il y a des cordes. C'est assez bizarre, une zone qui imite un ring. Donc Daniel Bryan balance une série de yes kicks à Corbin. C'est une scène de photoshoot en fait, l'endroit que tu décris. C'est une scène où voilà. C'est donc ça. Voilà. Je connaissais pas, tu vois. Et donc Bryan envoie des yes kicks pendant que Otis fait yes, yes, yes. Du coup, Otis lui aussi se prend une série de yes kicks. Derrière une chaise, il y a un clown qui sort. Bon, doing the clown ou je ne sais quoi. Nous arrivons dans une salle de réunion, la grande salle avec la grande table. C'est les filles qui sont là. Dana Brooke tape tout le monde avec des chaises. Il y a une mallette qui est accrochée au plafond. Elle la décroche. Dana Brooke décroche la mallette. Elle lui fait des petits câlins, des petits bisous. Mais Stephanie McMahon arrive et dit Dana, c'est pas du tout la bonne mallette en fait. T'es con ou quoi? Ça fait 3 semaines qu'on dit que t'es sur le toit. Un peu blonde. Donc Dana Brooke a dit ah mince. Et puis pendant ce temps, Carmella elle attrape un tableau sur le bord et elle lui pète sur la tête. Elle lui fait traverser le tableau. Mais au moment où elle sort, Carmella elle se prend un gros Woman's Right de Lacey Evans. Alors bon voilà, hein, c'est très cinématographique, il faut plus chercher qui est qui. Là, si on avait une carte du maraudeur, on se serait complètement perdu. Pendant ce temps, chez les hommes, AJ Styles cherche Rey Mysterio partout. Il nous fait une petite Shining. Ray, where are you? Il le cherche, il ouvre toutes les portes. Il passe devant une magnifique affiche de Roman Reigns que personne ne remarque. Par contre, il s'arrête. Toi, si. Ouais, moi j'ai remarqué. Il s'arrête devant le poster de l'Undertaker. Là, il est terrorisé. Et il ouvre une pièce où il y a une lumière bleue, de la fumée et un cercueil. Donc il l'a encore mauvaise, hein, AJ Styles. On peut pas dire qu'il est oublié si tôt. Il revoit ses cauchemars d'ailleurs. Il a des flashbacks de ce match à WrestleMania. Non, il se réveille la nuit. Et Aleister Black passe par là. Il le pousse dans la pièce et puis il l'enferme dedans. Enfin, il l'enferme, il ferme la porte, hein, quoi. Il s'en va. Et puis, tout d'un coup, alors que Paul Heyman était tranquille devant le buffet à se faire des petits sandwichs et des petites sauces, on ne sait pas trop pourquoi il était là d'ailleurs, mais il était là. Les hommes et les filles se croisent, se retrouvent. Alors c'est un peu bête parce que les filles arrivent de la droite et les hommes de la gauche, donc on ne comprend pas trop par où il faut monter. Tout le monde se toise. Et puis Otis se met à gueuler. Foot fight, il envoie de la bouffe, une tarte ou je ne sais quoi dans la gueule de Paul Heyman. Et tout le monde se met à se tabasser. On a notamment Shayna Baszler. Tu l'as eu ta bataille de nourriture que tu avais demandé vendredi. Tu l'as eu. Il y a de la bouffe partout. Shayna Baszler étrangle Rey Mysterio. Ça a dû te faire souffrir, l'ami Chris. Et puis Rey Mysterio, il se prend un sandwich club par Nia Jax et Shayna Baszler. Voilà. Non, c'est Nia Jax et Otis. Et c'est Otis. Ah oui, c'est Otis. Les deux. Ouais, non, Rey Mysterio, il prend très cher là. Hein. Il a mangé lui aussi. Hein. Bref, ça finit par Carmella qui est powerbombée à travers la table de la bouffe pendant que Otis mâchouille un sandwich. Otis qui s'en va comme ça, un peu comme si de rien n'était. Hein. Il y a des segments où plus personne n'est pressé. Et puis il trouve le réfectoire. Il dit oh yeah, tout ça, il y a de la tarte et tout, il est content. Mais John Laurinaitis arrive sur son petit véhicule, People Power.
Donc Otis lui met une tarte dans la gueule au sens propre du terme. Et il s'en va à nouveau. À un autre étage, tout ça est allé très très fort. Il y a un mec qui lave par terre. Bah ouais, il a reçu les consignes d'entretien pour éviter la propagation du virus. Du coup, il passe un petit coup, il met les petits panneaux slippery ground et il se fait insulter en japonais, je pense, par Asuka. Ouais, c'est ça, elle lui dit des trucs, tu fais chier, dégage, tout ça. Et tout le monde se met à courir. Dana Brooke, elle, nous fait une Titus O'Neil en glissant et en se cassant la gueule. Évidemment, c'est assez logique. Alors ensuite, ah oui, AJ Styles et Daniel Bryan qui commencent à se tabasser dans les couloirs, qui ouvrent une porte, qui se retrouve face à un dinosaure. C'est Vince McMahon, le dinosaure de la fédération. Ouais. C'est le bureau du patron. Ils y sont finalement. Daniel Bryan, il avait teasé cette venue. Donc il y a bien des fossiles chez Vince McMahon. Et Vince, il leur dit dégagez. Alors les deux, ils sont oui, bien sûr, monsieur, tout à fait. AJ Styles, il dit on vous remet les chaises, tout va bien. Limite, j'aurais presque aimé qu'ils lui remettent un peu la cravate ou tout ça. Enfin bref. Vince McMahon qui lui est en train de passer des appels ou je sais pas trop, il bosse dans son bureau. Bref. Quand ils ressortent, Styles et Bryan se remettent à se mettre sur la gueule. Baron Corbin surgit, il se fout à donner des coups de sceptre à tout le monde et puis il s'en va, il dit allez, je vais sur le toit, tout ça. Mais les filles arrivent en premier sur le toit. Elles sont trois. D'abord, il y a Asuka, Nia Jax et puis Lacey Evans. Donc d'abord, Nia Jax fait un petit peu le ménage. Elle commence à grimper, c'est la première à monter sur les échelles. Mais Asuka va l'empêcher, va la bloquer avec sa jambe. Le Woman White de Lacey Evans fait un petit peu le ménage aussi. Il ne reste plus que Asuka et Lacey Evans. Elles grimpent sur les échelles, elles se font un petit peu la guerre, elles se tabassent. Et Lacey Evans chute sur Nia Jax, qui est en dessous. Donc Asuka est absolument toute seule. Baron Corbin surgit d'on ne sait où. Et là, Asuka nous fait le plus grand plaisir du monde en tabassant Baron Corbin et en l'empêchant de gravir l'échelle. Et en décrochant la vraie mallette cette fois. Donc, la WWE a fait le choix du cœur. Celui que l'on réclamait. Asuka a décroché le Money in the Bank féminin. Dans une prestation qu'elle aura vraiment dominée de bout en bout, mais on va faire l'analyse totale plus tard parce qu'il reste que les hommes. Exactement, voilà. Chris vous a fait la version en live. C'était le commentateur japonais en live. Asuka. Ah, c'était donc ça. Bon, Asuka, elle peut rentrer à la maison, elle peut reprendre l'ascenseur dans l'autre sens. Mais par contre, les hommes n'ont pas fini. Otis arrive. Il essaye de monter, mais il pète les barreaux de l'échelle. Il le sait, puisqu'il l'avait déjà testé vendredi. Baron Corbin va essayer de le taper, mais il se fait prendre et il encaisse le Caterpillar. Allez, on y va. Un petit verre. Sauf que Otis n'a pas le temps de pavoiser. Il encaisse un gros Black Mass. Rey Mysterio et Aleister Black sont là. Ils essayent de grimper à l'échelle. Styles débarque et les fait tomber de l'échelle. Et Baron Corbin attrape Rey Mysterio et le jette du haut du building. Assassinat, meurtre, Tonton Chris, attaque cardiaque de Tonton Chris, réanimation. Et on n'en finit pas là, puisque Baron Corbin jette Aleister Black aussi. Allez hop, pouf, tout le monde dégage. Donc ils ne sont plus que 4. Daniel Bryan qui arrive un peu en dernier, AJ Styles, Otis et Corbin. Tout le monde se met un peu sur la gueule. Otis encaisse un phénoménal forearm. AJ Styles grimpe, il touche la mallette. Baron Corbin le tape, ils sont tous les deux là-haut. Ils se poussent et hop, ils attrapent la mallette, ils décrochent. AJ Styles et Baron Corbin décrochent en même temps la mallette, mais il n'y a pas de gagnant vraiment déterminé. Et ça aussi, on vous l'avait prédit, vous l'aviez entendu à SketchUp avant que le monde entier ne le sache. Elias débarque. Il brise sa guitare sur Baron Corbin, mais dans le choc, Styles lâche aussi la mallette. Elle tombe dans les mains de Otis, qui la récupère, et qui donc, puisque paraît-il, il faut être le premier à avoir totale maîtrise sur la mallette, Otis gagne ce Money in the Bank. Il dit « Oh yeah, hey Mandy, regarde, j'ai gagné, ouais. » Et les yeux écarquillés de tout l'univers de la WWE assiste donc à cette fin de show. On va commencer par Tonton Chris puisqu'on était tous les deux vendredi. Celle-là, on l'avait pas venu venir.
Tu le sens l'enthousiasme là qui vient là, tu le sens l'enthousiasme. Alors autant je suis, j'avais annoncé Asuka, donc je suis content quand même quoi pour les filles, voilà. On en a un sur deux, ouais. Je vais commencer par les vainqueurs, après je dirai mon point de vue sur le match, mais voilà, les filles, j'avais annoncé Asuka, le cœur et la raison. Elle m'a donné raison, et j'en suis content. Voilà, je suis hyper content qu'Asuka ait gagné le match. Donc le match pour les filles, il aura duré 21 minutes 50. Donc voilà, Asuka, vraiment la bonne nouvelle du côté des filles. Du côté des mecs, pour moi, c'est la catastrophe. Voilà, non, mais Otis, ah oui, comme tu l'as dit, on l'a vraiment pas vu venir. Black et AJ Styles, notre cœur balançait et on avait donné Black. Au final, assassinat de Black, meurtre de Rey Mysterio, Baron Corbin qui a un énorme spot tout au long du match, qui a été hyper mis en avant pendant tout le déroulé du match. Pour les hommes, le match il a duré 27 minutes. Voilà, spot qui termine de manière ça se termine de manière un peu bizarre effectivement avec Styles qui décroche mais qui laisse tomber la mallette et ça tombe dans les bras d'Otis. Otis va-t-il cacher sur un champion du monde ou va-t-il cacher sur un champion du monde par équipe? C'est la question que je me pose. Voilà quoi. Est-ce que vraiment on va mettre Otis dans la title picture des titres suprêmes? Non, mais je vous en supplie, faites pas ça. Faites pas ça. Par contre, je veux bien qu'il cache sur n'importe qui de la Tag Team Division à SmackDown ou à Raw, pas de problème. Fais comme tu veux avec ton ami Tucker. Otis, tu as carte blanche si tu veux faire ça. Mais voilà, énorme déception pour moi que ce soit pas Styles ou Black ou Rey Mysterio ou même Daniel Bryan qui la gagne cette mallette. Vraiment, voilà un mec que j'avais éliminé d'office dans la cour. Voilà, juste pour son spot de la cantine. Et après, sur le match en lui-même, sur le déroulé du match en lui-même, je vais vous dire que j'ai été un peu déçu. Sur certains aspects parce que déjà je m'étais gouré sur toute la ligne, donc je fais mon mea culpa à l'antenne de catch-up puisque moi j'attendais un match qui allait se dérouler tout du long du pay-per-view avec différentes vignettes, peut-être même des doubles écrans, etc. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé, tout nous a été servi en un bloc et le match des filles et le match des gars en même temps et puis vas-y rouler jeunesse quoi. J'ai pas aimé comment ça a été lancé, j'ai aimé comment ça a été lancé chez les filles mais pas comment ça a été lancé chez les garçons. J'ai trouvé le truc dans la salle de sport cheap et j'ai trouvé ça vraiment merdique. J'aurais préféré qu'ils fassent ça sur le parking, qu'il y ait des marques, qu'il y ait des trucs comme ça, qu'il y ait un truc un peu délire et tout, et les mecs ils ont eu droit juste à la pauvre salle de sport, alors que j'ai trouvé que les filles c'était vachement bien avec les statues et tout ça, et avec d'entrée un spot bam, d'entrée Asuka en fait elle annonce la couleur Asuka à la cloche quoi, voilà, direct elle met un strike à tout le monde et elle dit là il va falloir compter sur moi les filles quoi. Et ça a été le cas tout le long et ça a confirmé à quel point elle est over depuis des semaines et des semaines et des semaines maintenant quoi. Et elle a dominé finalement ce combat, on va appeler ça comme ça. Et voilà, bon voilà, Dana Brooke est blonde, Dana Brooke est complètement à la ramasse quoi. Et voilà, Dana Brooke c'est une catastrophe. Voilà, bon Carmella, on savait que là il y avait no way quoi, ils allaient pas nous refaire un coup à la Carmella, donc ça se jouait avec Shayna, Asuka et Lacey Evans qui a été bien présente, qui a distribué des droites. Lacey Evans aussi, elle a pas donné sa part au chien dans ce Money in the Bank match quoi. Non. Donc voilà, et puis voilà, donc et chez les mecs, voilà, j'ai été un peu plus à chaque fois, ils font ça, ils passent par là, bon, l'inévitable truc de la cantine, voilà. Au niveau des intervenants, on a eu Elias, on a eu le clown qui était peut-être le hacker, qui sait. On a eu l'homme de ménage, on a eu Paul Heyman, on a eu Bruce Pritchard, on a eu Vince McMahon dans un segment que j'ai trouvé finalement pas très intéressant. Moi, je m'attendais à ce qu'il ravage le bureau de McMahon, quoi. Et en fait, on a eu un truc où limite, c'est même pas limite d'ailleurs, Bryan et AJ Styles ont mis le petit doigt sur la couture du pantalon. Boss, ok boss, no problem boss, we go out boss. Ah ouais, ok, d'accord, ça se passe comme ça. Bon, ok. Et puis finalement, Vince McMahon, il fait même pas un truc un peu drôle ou un peu décalé ou quoi. Non, rien du tout. Voilà, et puis finalement ils arrivent sur le toit, pareil, toute la scène que j'espérais un peu dans les escaliers avant d'accéder, il n'y a rien eu de tout ça. Voilà, je fais encore mon mea culpa de ma analyse de SmackDown. Et finalement, on se retrouve sur un truc assez classique, hormis voilà, l'assassinat de Black et de Rey Mysterio. Donc voilà, donc écoute, je suis mitigé. C'était original, voilà, c'était quand même original, c'était un truc, voilà, c'était la première fois qu'on avait ça. Je pensais qu'il allait avoir plus de moyens cinétiques qui allaient être utilisés. Ce qui n'aura pas été le cas véritablement et ouais un peu mitigé, j'ai trouvé ça pas mal mais j'ai pas été super emballé quoi.
Et puis le vainqueur, quoi. Le vainqueur du côté masculin, moi, a détruit mon moral pour le reste de la journée, quoi. Kyrias, est-ce que tu es dans un état plus positif ou mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Ouais, comment tu nous analyses ça, le match et les gagnants, vas-y. Les gagnants, bien évidemment, content aussi pour Oscar. De prestation, belle victoire. Pareil pour les mecs, je suis autant surpris que vous du résultat. Je m'attendais vraiment pas à lui enfin, ça me fait limite peur. Enfin, à part si c'est l'idée de Tonton Chris qu'ils ont aussi de le faire cacher sur les tag teams. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais autant sur les titres individuels, je parle les promos d'Otis, quoi, à base de ouh yeah. Ça serait la première fois. Hein. Ça serait la première fois. Je crois que c'est jamais arrivé encore qu'un possesseur de mallette cache sur une tag team. Hein. Ah, jamais, non. Mais bon, ouais, il y a toujours une première fois. Faut espérer. Après, j'ai trouvé quand même pas mal bordélique. La réalisation n'était pas toujours au rendez-vous, j'ai trouvé. Ça manquait de fluidité, je trouve. Après, j'étais content des rencontres intergender qu'on a pu voir. Ça change un peu, puis ça permet un peu de... Justement, c'était vraiment le bon contexte pour ça, quoi. Je pense qu'ils auraient pu même aller plus loin. Enfin, c'est même l'idée que j'ai en général de Money in the Bank, c'est qu'ils auraient pu aller plus loin dans leur délire. Ouais. J'ai trouvé ça assez... au final, ils auraient pu accentuer plus les idées qu'ils ont eues, quoi. Pas de catcheur, à part Elias, quasiment pas de catcheur intervenant extérieur, quoi. Je m'attendais à beaucoup grosse surprise. Ouais. Je m'attendais à beaucoup plus de personnel aussi dans le truc qui se fasse casser la gueule, quoi, au fur et à mesure du truc, quoi, qu'il y ait quelques mecs de la sécurité ou des je sais pas moi, n'importe quoi, des employés administratifs qui volent à travers des vitres. Je m'attendais à plus de cascades en fait. Ouais. Moi, j'ai pas mal de portes fermées aussi, donc. Ouais, beaucoup de portes fermées. Ah ouais, alors ça a été un truc pendant tout le truc, ils ont pas arrêté, ils tournaient dans les couloirs, ils essayaient d'ouvrir des portes. Rey Mysterio et AJ Styles, entre autres, quoi. Ça aussi, c'était un peu longuet. Ça avait pas de, voilà, pour finalement tomber sur Bruce Pritchard ou des choses comme ça. Mais c'était assez, c'était assez surprenant, ça. L'état des lieux, il est pas correct là. Faut que je signe pas. Ouais. Mais ouais, moi j'ai été. Alors, moi en soi, on va dire que ces 25 minutes sont bien passées. J'ai trouvé ça agréable à regarder. Mais dans l'analyse, comme effectivement c'était le seul Money in the Bank comme ça, et on l'espère, ça sera le seul, ça restera le seul comme ça. Je trouve qu'ils sont pas allés à fond dans leur truc. Alors, notre ami Giscal a plutôt bien aimé la direction que ça prenait pour ce show Performance Center, enfin pour ce show sans public. Je sais que Ringside, lui, est beaucoup plus déçu et trouve qu'il y avait rien qu'on n'avait pas déjà vu, notamment la bataille de bouffe ou ces trucs comme ça. C'est vrai que, alors moi en fait, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment cette impression qu'en gros ils sont venus faire un match le soir à la fin des bureaux quand tout le monde s'est barré, ça avait ce petit côté tour Montparnasse infernal qui est qu'en gros, genre comme si tout le monde en avait rien à foutre, genre Vince il regarde pas, il est dans son bureau, il est en train de signer des contrats, il appelle l'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi, mais il y a Money in the Bank qui a lieu dans son building et visiblement, il en a absolument rien à taper. Il y a des petits. Ouais, pour moi, finalement, ils ont utilisé des ficelles qu'ils utilisent tout le temps habituellement. Ouais, c'est ça. Les batailles de bouffe, les bastons dans la salle de gym, les trucs comme ça. Tout ça, c'est des trucs on est habitué finalement en tant que suiveur de la WWE de voir ce genre de. Ouais. Et c'était ça qui était finalement que j'ai trouvé ils se sont dit on sort les bonnes vieilles recettes habituelles et puis ça va faire l'affaire, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à plein de personnages, quoi. On l'a déjà dit, mais je m'attendais à Tucker. Je m'attendais. Alors après, il y a cette histoire que c'était pas au même endroit, évidemment. Mais je m'attendais à Mandy Rose, je m'attendais à Ziggler, je m'attendais à. Bon, il y a eu Elias. Et je sais pas, j'ai trouvé que au début, ça allait. Il y avait des. J'ai bien aimé cette petite séance où AJ Styles se prend un petit peu pour Jack Nicholson dans Shining, là, quand il ouvre toutes les portes, etc. Mais ouais, j'ai trouvé que. Ils nous ont plus montré des idées que des accomplissements. Genre, ah ouais, tiens, on peut aller dans le bureau de Vince. Finalement, voilà, c'est déjà fini. Et par exemple, le double assassinat de Corbin, pour moi, ça n'a pas du tout été vendu, quoi.
On aurait Et dû, ouais. tout le monde aurait dû s'arrêter, le regarder avec des grands yeux, Baron Corbin lui-même se dire: «Ah putain, qu'est-ce que je viens de faire?» Puis Non. avoir un plan sur Rey Mysterio ou sur Aleister Black au sol, tu vois, après quoi, tu vois, qu'on voit, enfin, tu vois qu'il y a un truc Ouais, ouais. de finalité. Là, ils sont balancés out of nowhere, et puis à toi de savoir dans quoi ils sont tombés. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Ça a été mal exploité, de toute façon, Ouais. ce qui s'est passé sur le toit. Sur le toit, ils auraient pu cavaler autour du ring, il y aurait pu avoir plus de spots autour du ring, justement. Et ça a été bizarrement exploité, ce passage arrivé là-haut. Ça laisse un petit goût bizarre. Par contre, ouais, moi je crois que comme Kyria, ce que j'ai préféré, c'est les petits moments intergender. Et j'ai une drôle d'impression en fait, qui est que j'ai trouvé que tous les mecs ont à peu près tiré leur épingle du jeu. Si on regarde, peut-être Brian a été un peu en sous-rôle, même Aleister Black un peu en dessous, mais on a quand même bien vu. On a bien vu AJ Styles et Rey Mysterio. Et je trouve que c'est un peu l'inverse chez les filles. À part Asuka, à part les 3 qui sont arrivés là-haut, Carmella a été très discrète, Nia Jax aussi. Et Nia Jax, elle arrive dans le trio final quand même. Hein. Ouais, mais Parce que chez les filles, Shayna Baszler, elle n'est pas dans le trio final. Hein. Ben voilà, j'allais parler d'elle. Shayna Baszler, transparente, non? Ouais, incroyable Shayna Baszler, quoi. Hein. Hormis le spot où elle fait une headlock à Rey Mysterio, finalement, elle est assez absente du combat, quoi. Et c'était vachement surprenant le traitement de Shayna dans ce match. Bon, est-ce que je sais pas si vous voulez dire autre chose de plus sur ce match? Est-ce qu'on peut penser que pour vous, allez, voilà, on va faire du pronostic. Est-ce que pour vous, Asuka doit cacher sur Becky Lynch, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un autre champion, une autre championne entre-temps, Kyrias? Sur du côté Raw, du coup? Oui, parce que Asuka est à Raw, et puis on sait qu'à Raw, Asuka, enfin, on sait qu'au prochain Raw, en tout cas, c'était un peu Oui, c'est vrai. un spoil de la WWE d'ailleurs, puisqu'on sait qu'au Raw post Money in the Bank, Becky Lynch allait se confronter face to face à la porteuse de la mallette. Donc ça nous orientait un petit peu. Ouais. Est-ce que Kyrias, mais tu soulèves un beau point. Est-ce que tu préférerais voir un cash-in sur Becky Lynch, ou ou Asuka revenir dans le show bleu pour cacher sur Bayley? Si ça pouvait nous éviter d'avoir du Bayley encore en championne assez rapidement, oui, je prends. Bon, après, effectivement, je pense plus qu'elle sera du côté de Raw, qui n'est Becky. Est-ce qu'elle attendra? Enfin, je reviens des fantasy booking que tu avais fait magnifiquement dans ton run solo d'analyse de Raw. Ouais. J'aurais bien espéré qu'elle attende pour nous faire un affrontement à la surprise générale et en attendant qu'il y ait du public surtout. Ouais. Après, rien ne dit que le cash-in sera demain, évidemment. Hein. C'est juste qu'elles vont se confronter physiquement, enfin, elles vont se parler, mais oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne question, ça aussi. Est-ce qu'on va attendre le public pour le cash-in? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que la porteuse de la mallette, elle va la porter un certain temps quand même. Ouais, c'est possible. Et la porteuse de la mallette, elle a aussi le choix des armes, le choix du show. Donc, c'est pas parce qu'elle voit Becky de ce soir à un Raw que non, bien sûr. Elle va forcément, tu vois, s'attaquer à Becky. Moi, Asuka championne de SmackDown, ça me va. Hein, je vais te dire très honnêtement, si elle cache sur Bayley par mégarde, c'est. En plus, il n'y a pas besoin de grand-chose pour cacher sur Bayley. Hein. Par mégarde, elle lui place un roll-up et c'est bon, quoi. Donc, non, mais franchement, il n'y a pas. C'est bien parce qu'en même temps, ça m'intéresse beaucoup, Asuka, Becky Lynch, quoi, tu vois. Donc, et moi, j'avais bien aimé la rivalité entre ces deux filles-là, donc je suis prêt d'en reprendre une louche, quoi. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Mais d'un autre côté, je me dis que pour redonner de la patate au show bleu du côté féminin, ouais, effectivement, j'ai évoqué Ronda Rousey en début de review, mais Asuka aussi peut être une bonne pioche pour remonter un peu le niveau dans le show bleu côté féminin. Ouais, c'est une bonne remarque. Bon, on va parler un petit peu des hommes. Alors, effectivement, il y a cette possibilité qui n'a jamais eu lieu que Otis cache avec Tucker sur le New Day, par exemple. Ça pourrait être effectivement. Ça pourrait être assez novateur. Bon, en soi, moi si j'étais catcheur professionnel, entre un titre individuel mondial ou un titre par équipe, mais bon, on va dire qu'Otis résonne peut-être pas tout à fait comme moi, j'ose l'espérer. Et sinon, il y a une autre hypothèse, c'est que le Money in the Bank,
depuis qu'il existe, ça fait 14 ans, je crois maintenant. Une seule fois, il a changé de main après l'événement. C'est quand Mr. Kennedy, qui, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs depuis, avait reperdu sa mallette gagnée. Il avait perdu ensuite des mains de Edge. Ouais, Est-ce que vous signerez sur un Dolph Ziggler qui reprend la mallette à Otis, tiens, par exemple? À des 2 pieds, oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ou est-ce qu'on n'y va pas du tout et est-ce que Otis est trop over as fuck pour perdre cette mallette-là? Chris, qu'est-ce que t'en penses? J'étais en train de penser en fait au match dont tu parlais avec Mr. Kennedy qui gagne le Money in the Bank match, qui était un super match où il y avait un line-up extraordinaire dans ce match. Allez voir ce match. J'en dirai pas plus, c'était un match fantastique, un des meilleurs Money in the Bank matchs que j'ai vu. Avec du public, hein, ça fait tellement du bien de revoir des vieux matchs avec du public. Ouais. Bah écoute, j'en pense que ouais. Est-ce qu'il est susceptible de perdre sa mallette? Ouais. Est-ce que je l'espère? Quelque part, ouais. Mais je pense que ça va pas se passer comme ça. Je crois qu'il va la garder, la mallette, et que effectivement. Alors après, moi, c'était du fantasy booking, hein, l'histoire du cash-in par équipe. Hein. Mais parce que vraiment, je n'arrive pas à envisager Otis dans la title picture de titre suprême. Quoi. Je n'y arrive pas. Hein. J'ai beau faire un effort très très fort, j'y arrive pas. Alors ouais, qui? Ouais, Ziggler, mais Ziggler, Ziggler, quel intérêt que Ziggler il ait la mallette. J'arrive pas à voir qui, ou alors il faut un coup de fourbe à la DJ Styles ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. C'est un face dans l'alignement, en plus Otis c'est un face, donc les faces vont pas s'attaquer à lui, donc je sais pas, là, franchement j'ai un doute. Non, moi je vais rester sur le truc que Otis a la mallette et qu'il va la garder et qu'il va cacher à un moment ou un autre. Alors après, est-ce qu'il va le réussir son cash-in, c'est une autre affaire aussi. Ouais, alors ça, moi j'avoue que je serais plutôt. Parce que dans l'histoire, là, ça commence à faire. Hein, les 2 derniers sont ratés, non? C'est Corbin et Strowman, les 2 derniers, hein, chez les hommes. Oui, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, moi il serait temps là que ça refonctionne un peu le Money in the Bank, je trouve, pour les hommes. Mais bon, dans tous les cas, comme on le dit là, je pense que Otis il est très over, c'est ce qu'on constatait avant la fin des shows. En public, je vois pas trop quel intérêt ils auraient à le faire cacher sans public, parce que s'il cache un jour avec son copain Tucker ou tout seul, il vaut mieux que ça soit devant des gens, quoi. Mais bon, on sait pas s'il y aura des gens d'ici au moins 2 mois. Bon, après, on en a vu des porteurs de mallettes qui restent 2-3 mois avec la mallette. Donc, on verra. Tout reste à écrire. À moins qu'il ne cache sur le titre 24/7. alors là, ça serait le comble du pire. Hein. Putain, là, si c'est pour que ça se termine comme ça. On va déverser des tonnes de fumier devant Stamford, moi je vous le dis. Hein. Ah. Ben maintenant, en plus, on a à peu près repéré l'adresse. On a bien vu les toits, on a vu les alentours, on a vu les voitures qui passaient au loin. On sait où vous habitez. Bon, ben en tout cas, public, commentaires, fans, vos avis, dites-nous vous si vous avez adoré, si vous êtes plutôt team Giscal qui nous disait en avis, en message privé qu'il a plutôt bien aimé, ou Ringside qui nous disait si on en refait plus des comme ça, moi ça me va. En attendant, nous on va vous donner nos avis, donc c'est le mot de la fin, on va donner un top, un flop et une note. Alors comme il est très habitué, qu'il est rodé, qu'il fait ça depuis 200 ans, je vais laisser Chris commencer. Ton top, ton flop, ta note pour ce Money in the Bank le plus unique de l'histoire. Bah, je voulais donner l'avis de Giscal du coup qui s'est fendu d'un mot avant de passer à moi, donc je vais and I quote. Ouais. Je ne sais pas combien, donc Giscal, Dixit Giscal, hein, notre commentateur avisé. Je ne sais combien de temps la WWE va s'entêter à enquiller les pay-per-view au Performance Center, mais en tout cas, si ça dure, Money in the Bank est un pas dans la bonne direction, je trouve. Le show semblait plus léger et assumé, que ce soit avec le fun de R-Truth, beaucoup plus de pronos, vignettes loufoques, le coup du Money in the Bank avec les mecs et les nanas en parallèle qui fourmillaient de bonnes idées. Voilà, lui, il pense qu'il y a des bonnes idées. Même si je pense qu'ils sont allés à peine à 50% des possibilités. Voilà, lui aussi, il pense qu'ils ne sont pas allés au bout du bout. Ouais. Et niveau gestion des matchs aussi, c'est plus malin. On laisse le dur boulot de faire du spectacle divertissant sans public au vrai bon. Hardy, Cesaro, Tag Team, Drew Rollins. Et on agrémente les matchs à plus faible intérêt d'angles divers. R-Truth, c'était bien drôle. Bray en forme gentil, Braun, ouais. La seule grosse erreur étant de filer plus de 10 minutes à Tamina. Bah non, tu vois, elle a eu 10 minutes 40.
Ouais, c'est ça. Le tout donne quelque chose de regardable et bien plus digeste que la volonté de forcer absolument WrestleMania. Là, je suis assez d'accord avec lui, c'était beaucoup plus regardable que WrestleMania. Sa note, il aurait donné 2,5 sur 5, la moyenne, ce qui est très, très élevé pour moi sans public. Et avec son flop pour Tamina l'horreur et un top pour la bataille de bouffe du MITV et notamment Rere qui prend son tarif par Baszler et Jax. Voilà, c'était l'avis de Giscal. Ringside aussi a donné son avis sur le Discord. Mais oui, parce que les amis, il faut aller sur le Discord. On dit plein de choses, on parle de plein de choses. Oui, oui. Et Ringside, je crois qu'il est assez critique, lui. Lui, il dit que perso, il pense que si jamais ils refont plus jamais ce genre de truc, ça lui va. Ils n'ont pas du tout exploité le visuel au sommet du building. Ah, je suis assez d'accord avec ça. Et le reste, c'est que des redites de baston dans la salle de gym ou de bataille de bouffe en coulisses qu'on a déjà vu et revu. Ah, je suis assez d'accord avec ça aussi. On peut s'en contenter, mais il faut vraiment pas être très regardant. C'était l'avis de l'ignoble Ringside. Voilà. Il donne pas de note. Il donne pas de note, par contre. Et l'avis de l'Under Tonton, alors l'avis de l'Under Tonton Luchasaurus. Alors, moi, mon flop, il va aller de toute façon. Allez, les amis, ça va faire du bien. On va le donner à Bayley et à Tamina. C'est bon. Ça soulage les bronches, ça libère de l'endorphine dans le cerveau. Voilà. Le flop of the top de la soirée, c'était bien Tamina Bayley, qu'on ne se trompe pas. C'était vraiment la bouse du Money in the Bank pay-per-view. Le top, j'ai beaucoup aimé le Drew McIntyre, Seth Rollins. Mais pour l'innovation, je vais le donner quand même au main event. Je vais le donner au match des filles et garçons. Je vais faire un total package, quoi. Un roll-up championship. Allez hop. Je mets tout le monde voilà. Je donne mon top, pas parce que j'ai trouvé ça grandissime, pas parce que j'ai adoré. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis mitigé. Mais pour l'innovation, pour le fait que ça soit la première fois, et j'espère dernière fois, qu'on ait un Money in the Bank de cet ordre-là. Voilà, ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient, avec les conditions. Respect aux workers, aux catcheurs et aux catcheuses, à ceux qui ont participé à ce truc-là. Voilà, ça m'a pas satisfait, mais je leur donne du crédit, quoi. Et voilà, vous voyez, il y avait une McMahon qui me téléphone pour me remercier déjà, quoi. Direct, quoi. Je perds pas de temps avec mes connexions à la WWE. Et puis ma note, ça va être. Ma note, je vais pas lui donner. Si, je vais lui donner la moyenne aussi. Je vais lui donner la moyenne parce que Drew McIntyre, Seth Rollins. Parce que les tag teams, c'était pas trop mal pour le. Ouais, pour l'opener, tout ça. Ouais, allez, je vais être indulgent. Je vais mettre un 2,5. Allez. Giscal Time, spécial dédicace à Giscal. Et Kyrias, qu'est-ce que t'en dis? Je suis toujours un peu désemparé par la tournée, donc le public, pour moi, est vraiment encore, il manque quelque chose. Donc, j'ai rien à sur mes notes, mais je vais donner mon top à Rollins McIntyre, que je pense que c'est un match classique dans le style pour WrestleMania. Mon flop, j'ai tiré sur l'ambiance Tamina Bayley. Et globalement, je trouve qu'ils ont plutôt fait du bon boulot sur la globalité du show, à part vraiment le match féminin pour la ceinture de SmackDown. J'ai beaucoup aimé qu'ils laissent du temps à Cesaro et Jeff Hardy. Donc je vais mettre un peu plus que la moyenne, je vais mettre un 2,75. Oh, c'est une bonne note. Écoutez, moi j'aurais envie de pas tirer sur l'ambulance. Alors, pour changer, je vais me concentrer sur ce main event hors de commun. Je vais mettre mon flop à la victoire de Otis. Voilà, c'était un peu décevant quand même. Parce que je trouve que je trouve que ce match qui était quand même si on prend le kayfabe, ils se sont tabassés dans les salles, ils se sont tabassés dans les escaliers, dans les ascenseurs. Je te l'avais dit, on l'avait dit avec, pour moi, la personne qui sort gagnant de ça devait être quelqu'un, putain, on s'en souviendra quoi qu'il a gagné ce match-là. Ah ouais. Et au final, je trouve que c'était pas du tout la bonne soirée pour nous faire un segment avec ça, là, le truc qui tombe. En plus, c'est ce qui s'est passé à WrestleMania avec John Morrison, hein, les ceintures qui tombent dans la main de celui qui est en bas là. C'est un segment qu'on a vu récemment. Hein. Et ouais. Donc là, mauvais choix pour moi. Ils ont raté le momentum. Qu'ils fassent gagner Otis à la limite, mais qu'ils le fassent grimper ou. Ouais, j'étais déçu quoi. J'aurais préféré un vrai beau gagnant pour cette soirée originale.
Et du coup, par ricochet, voilà, pas le catcheur, mais l'expression, je vais mettre le top à Asuka, qui pour moi a dominé la rencontre côté féminine. Elle a réussi à faire tomber tout le monde d'entrée, elle est montée à son petit étage, et puis voilà. Bravo Asuka, bravo la japonaise. Et le show était relativement court, il faut le dire. On n'était pas beaucoup plus qu'un Raw classique, 2h30 de show. 2h20, ouais. 2h20, donc ouais, j'ai trouvé ça assez digeste. Et moi, je vais mettre un 3. Allez, 3. Qui est pas mal. Et voilà, et on a fini là-dessus. Et on a fait le tour de cette analyse. Donc nous étions le triple threat de l'équipe Catch-Up. Voilà, vous pouvez nous écouter sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube avec une version vidéo. On a toujours des très belles vignettes qui nous sont faites par les copains qui ne sont pas forcément au micro mais qui travaillent dans l'ombre. Pensons aussi aux petites mains de la technique. Eh oui, toute la technique est là. Toute la technique est là. Nous sommes là sur Discord, donc Catch-Up, sur Facebook, Instagram, Twitter, Catch-Up CDC. Donc rejoignez-nous, partagez, faites-nous connaître. Déconfinez-vous progressivement. Kyrias, tonton Chris, ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. Merci les copains. Merci à toi, Raphaël. Merci Kyrias. Et puis, écoutez, on va continuer. Maintenant, il nous reste des Monday Night Raw. On a nos porteurs et notre porteur et notre porteuse de mallettes. On va voir comment ça se goupille. On reste connecté pour les semaines à venir. On reste fan de la WWE. Et à toutes et à tous, une excellente semaine pleine de catch. Ciao. Salut, peuple de Catch-Up. Salut Kyrias, salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up. Mais sinon les gars, mais Daniel Bryan, c'est pas le Planet Champion, il est pas vegan, il accepte de participer à une bataille de bouffe. So shocking.